« 350 nouveaux logements sociaux à Kati. Les bénéficiaires ont reçu ce matin leur clé des mains du président de la République, fruit du partenariat public-privé entre le gouvernement et la société immobilière et foncière SIFMA. Le nouveau président de la commission de l'UEMOA est à Bamako, Cheikh Hadjibou Soumaré, est venu remercier les autorités maliennes pour le choix porté sur sa personne à la tête de l'Union. Les meilleurs sportifs de l'année primés, la soirée dénommée Nuit du mérite sportif s'est tenue cette nuit à l'hôtel de l'Amitié. Toutes les disciplines sportives étaient concernées. Et puis des musiciens étaient aussi primés hier soir. C'était lors de la 9e édition du Festival international Musique du Mali. Le Tamani d'Or 2011 est revenu à Fatih Kouyaté, la fille de Tata Bambo. Nous ferons le point avec Modibo aux soirées. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition de Noël. Au nom de la rédaction de Mali Actualité et de l'ensemble des personnes de l'ORTM, bonne fête et joyeux Noël. Et justement, nous ouvrons cette édition avec ce message du président de la République à l'occasion de la fête de Noël 2011, un message adressé à la communauté chrétienne du Mali. À l'instar des chrétiens du monde entier, ceux du Mali célèbrent Noël ou la fête de la Nativité. La commémoration de cet événement m'offre l'heureuse occasion de renouveler mes vœux fraternels et chaleureux à l'ensemble de la communauté chrétienne du Mali. Dans nos foyers comme au sein de nos communautés, et la fête de la Nativité est vécue comme un moment d'allégresse, d'amour et surtout de partage avec les plus pauvres. De façon spécifique, la fête de Noël interroge la condition des enfants si chers à mon cœur. En effet, elle nous interpelle sur notre responsabilité individuelle et collective relativement à l'éducation que nous voulons donner à nos enfants. À cet effet, j'apprécie hautement les actions des institutions chrétiennes et qui s'investissent de longue date dans les secteurs prioritaires de l'éducation et de la santé aux côtés des structures publiques. Je souhaite que cet engagement exemplaire se poursuive et continue d'être une source d'inspiration et de motivation pour nos compatriotes dans la prise en charge des problèmes de l'enfance. Et j'exprime ma gratitude à l'ensemble des leaders chrétiens de notre pays qui, en parfaite synergie avec leurs frères des autres confessions religieuses, s'investissent activement dans la recherche de solutions durables aux grands défis du moment. Je souhaite à tous nos frères et sœurs chrétiens du Mali et d'ailleurs un très joyeux Noël, message du président de la République, Amadou Toumani Touré. Voilà la communauté chrétienne donc qui célèbre ce soir Noël, la fête de la Nativité. À l'occasion, l'archevêque de Bamako s'est adressé à ses frères et sœurs en humanité. Dans ce message, Monseigneur Jean Zerbo invite les uns et les autres à vivre en serviteurs et servantes de la justice et de la paix. Nous vous proposons un extrait de ce message au micro d'Isaac Tino. Par la grâce de Dieu, nous entrons dans le temps béni de Noël. Il sera marqué par notre participation aux prières avec une ferveur toute renouvelée par le sacrement de pénitence. Il le sera aussi par la manifestation d'une convivialité qui nous amène à partager de manière concrète le repas de fête, à échanger des vœux, à nous rendre visite. Si nous jetons un regard rétrospectif sur le monde de Noël 2010 à nos jours, nous constatons que les nouvelles que nous apportent les médias sont souvent insupportables et suscitent en nous crainte, frayeur, désarroi, découragement. Ces nouvelles sont entre autres la révolte des peuples, le terrorisme politique, ethnique, socio et religieux avec leur cortège de misère, le printemps arabe dont nous subissons les conséquences et n'en voyons pas encore l'aboutissement, la dégradation des mœurs, le commerce de stupéfiants, le commerce d'enfants, garçons et filles, un nouveau réseau d'esclavagisme moderne. Nous pourrons continuer cette liste de mots qui minent notre existence. Bien chers frères et sœurs,
la venue du Sauveur, de Jésus, nous invite à dépasser cette vision horizontaliste de la condition humaine pour en percevoir une autre dimension, sa dimension verticale, tendue vers Dieu, Dieu vers nous et nous vers Dieu. Elle s'appuie sur le projet initial de Dieu depuis la création du monde. Noël, c'est la révélation par Dieu au monde de ce que représente pour lui toute personne humaine. Chacun de nous ensemble et chacun de nous en particulier. Qu'il nous l'accorde tout au long de cette année par notre assiduité à la parole de Dieu, à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à l'Eucharistie et aux prières. Joyeux Noël et bonne heureuse année 2012. Voilà le message de Noël de l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo. L'intégralité de ce message est à suivre après cette édition. Bon début de fête de fin d'année et de nouvel an pour les bénéficiaires des 350 logements de Kati. Ils ont reçu ce matin leurs clés. C'était lors de la cérémonie officielle inaugurale présidée par le chef de l'État Amadou Toumani Touré. Le programme a été réalisé par le gouvernement du Mali dans un partenariat public-privé avec la société immobilière et foncière SIFMA, coût de l'opération plus de 6 milliards de francs CFA. Amadou Sankari. Voici les 350 logements sociaux de Sikoro, commune rurale de Kambila, cercle de Kati. Les heureux bénéficiaires de ces logements se sont réveillés très tôt ce samedi pour accueillir celui qui est venu offrir à chacun un toit. Il s'agit du président de la République, Amadou Toumani Touré. Un moment tant attendu ici. Ce samedi 24 décembre 2011 restera une date mémorable pour l'ensemble des Maliens en général et pour les 350 chefs de famille en particulier qui vont bientôt recevoir les clés de leur maison et tourner ainsi une des pages sombres de vie de mal logés, de calvaire, de pression de la location, de monologues des fins de mois. Réalisés à hauteur de plus de 6 milliards et demi de francs CFA, ces logements de type F4, F3A et B ont été initiés grâce à une conjugaison d'efforts des 3 P, partenariat public-privé. Votre politique de logement social fait bon ménage avec la devise de la SIFMA, à savoir une famille, un toit. Ce qui reste à faire est infiniment plus important que ce qui a été fait à ce jour. Shelter a parrainé ce programme de Sikoro auprès de quelques-uns de ses partenaires et c'est l'occasion de souligner les prouesses d'Ecobank Mali qui, sous plusieurs formes, a accepté d'accompagner ce promoteur. Ces logements qui offrent plusieurs commodités répondent, selon le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, aux normes définies par la stratégie nationale du logement. Les 350 logements sociaux objets de la présente cérémonie sont réalisés par la SIFMA sur un site de 20 hectares, 50 à 400 tiers, entièrement viabilisé suivant un niveau légèrement supérieur au niveau 3 défini par la stratégie nationale du logement, à savoir le drainage des principales voies par des collecteurs maçonnés, le drainage des voies secondaires par des caniveaux maçonnés, l'aménagement des voies principales en bitume, l'aménagement des voies secondaires en latérite, l'alimentation en eau potable avec branchement individuel à 100%, l'électrification avec branchement individuel à 100% également, la réalisation des points d'éclairage public à tous les 40 mètres au carrefour. Les 10 000 logements sociaux promis dans le cadre du programme de développement économique et social seront atteints, voire dépassés, selon le chef de l'État. Je pense que le 8 juin, je pourrais, avec ce que j'ai dit au ministre, dire qu'au départ, j'avais promis 10 000 logements. Ça faisait rire à certains Koulibaly, mais eux-mêmes, ils ont participé à la réalisation. Et je suis sûr que nous dépasserons le cap des 10 000. Et je suis sûr également que désormais, le programme de logements sociaux est devenu une obligation. Si quelqu'un veut qu'on vote pour lui pour qu'il soit président du Mali, il faut qu'il nous promette qu'il va maintenir les logements sociaux. Je voudrais, quant aux bénéficiaires, tout en les saluant, en les remerciant, en les félicitant,
Je voudrais tout simplement le dire que c'est mon cadeau de Noël à mes chers amis les enfants. Mais, comme l'a dit si bien le représentant des bénéficiaires, c'est un engagement, c'est un contrat, c'est une solidarité nationale dont vous avez été bénéficiaire. Donc chacun, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, certainement ceux de demain, il va falloir qu'un cap soit maintenu. Pour les F3, les bénéficiaires doivent payer mensuellement 45 000 francs CFA et 94 000 francs CFA pour les F4. Je suis venu remercier les autorités maliennes, l'ensemble du peuple malien, en particulier le président de la République, Amadou Toumani Touré, pour le choix porté sur ma personne à la tête de l'UEMOA. C'est ce qu'a déclaré le tout nouveau président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Cheikh Hadjibou Soumaré, à l'issue de ces deux audiences, à la primature et à la présidente de la République, Alpha Maïga. C'est à la tête d'une forte délégation de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA, conduite par le nouveau président de l'organisation qui est reçu ici par le président de la République Amadou Toumani Touré et le premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Je suis venu remercier du fond de mon cœur les autorités maliennes, l'ensemble du peuple malien et en particulier le président de la République Amadou Toumani Touré de sa confiance accordé à moi pour présider les destinées de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Comme vous le savez, M. le Président de la République est un homme engagé dans notre Union qui a fait beaucoup de choses. Je suis venu également lui apporter un message de solidarité. Notre Union a été conçue sur une base de solidarité entre les nations. Et il a toujours fait pour que cette solidarité puisse se concrétiser tous les jours. Une occasion pour Cheikh Hadjibou Soumaré de dévoiler ses priorités. Mes priorités, c'est d'abord le principe fondateur. Comme je le dis, c'est d'abord de faire en sorte que les populations dans notre Union puissent avoir un mieux-être, la disponibilité de l'eau, la disponibilité des facteurs de production. Notre espace aussi est confronté ces derniers temps à des problèmes, notamment le problème des insuffisances en matière vivrière. Il n'est un secret pour personne que les réalisations de l'organisation sont perceptibles partout dans les États membres. Beaucoup a été certes fait, mais beaucoup reste à faire. Pour cela, grandes sont les attentes de la nouvelle équipe. J'attends des autorités maliennes, comme des autres autorités d'ailleurs, un soutien pour nous permettre d'avancer dans différents dossiers. La libre circulation des personnes et des biens. Également, il y avait le problème de l'éducation également, l'enseignement supérieur, où les étudiants qui doivent s'inscrire dans les universités doivent le faire aux mêmes conditions. Et également, j'ai vu que quand je suis venu à l'Union, mon prédécesseur, le président Soumaïla, a fait des efforts extraordinaires. Il a ouvert beaucoup de chantiers. J'ai tenu à dire à M. le Président de la République, nous essaierons d'apporter notre soutien, de consolider les acquis, mais d'apporter également notre pierre à l'édification de cette union que notre prédécesseur a commencé pour les chantiers qu'il a ouverts, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Au palais présidentiel, tout comme à la primature, les échanges ont porté pratiquement sur les mêmes sujets. Mais, il y a un mais, car Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, Premier ministre, a regretté une chose. Dans la délégation, il n'y a pas de femmes. Les centres d'éducation pour l'intégration du Mali et du Burkina Faso ont enfin leur programme d'enseignement harmonisé. Ces documents didactiques sont aussi élaborés et ces travaux ont été effectués par des experts en alphabétisation, en éducation non formelle des deux pays. Ils ont présenté les résultats cette semaine à Bobo Dioulasso, notre envoyé spécial, Lamine Tchekoura Koulibaly. Les centres d'éducation pour l'intégration, CEI, ont été créés pour favoriser l'intégration sous-régionale, notamment entre le Burkina Faso et le Mali. Ce sont des centres d'éducation pour le développement, CED, au niveau frontalier. Ils accueillent les enfants de 9 à 14 ans et la langue d'apprentissage est le Boumou, commune aux populations des villages frontaliers de Bénéna au Mali et de Madouba au Burkina Faso. Les seules expériences pour le moment. Nous avons pensé qu'il serait bien un jour que ces centres d'éducation puissent partager davantage les formateurs, les apprenants, et que, in fine, on ait un centre unique
où Maliens et Burkinabés œuvreraient pour la formation des jeunes Maliens et des jeunes Burkinabés. Ça doit être une perspective pour nous. Mais également pouvoir reproduire l'exemple de Madouba et de Benena dans d'autres localités. Mais faire en sorte que d'autres pays frontaliers nous suivent. Abobo Doulasso, expert malien et burkinabé de l'éducation non formelle, ont harmonisé et validé les programmes d'enseignement et de formation des CEI et élaboré le matériel didactique qui soutiendra désormais les apprentissages dans les centres d'éducation pour l'intégration. Nous disposons désormais des curricula pour les différentes années des CEI, des manuels et guides finalisés et validés pour les premières et deuxièmes années CEI, des modules en sciences humaines et sociales et en sciences de la terre et technologie finalisés et validés pour les troisième et quatrième années CEI, d'un guide pédagogique unique, d'un guide de suivi. Plusieurs autres défis attendent le Mali et le Burkina Faso pour réussir le projet CEI. Le renforcement de l'offre éducative, l'amélioration de la qualité de l'éducation et surtout la mobilisation à temps des ressources financières. Visite du ministre des Relations avec les institutions de la République dans la région de Caille. Le docteur Abdoulaye Sall a déclaré qu'un président de la République en fin de mandat peut bien réviser la Constitution comme il peut initier des projets de construction d'infrastructures. C'était au cours d'une rencontre aujourd'hui même avec l'administration, les élus et la société civile de la première région, Siaka Konaté. Le ministre des Relations avec les institutions a rencontré les responsables administratifs, les élus locaux, les chefs traditionnels et la société civile de la première région pour échanger avec eux sur les institutions de la République. Un échange fructueux car ayant permis aux uns et aux autres d'être suffisamment informés sur les notions de démocratie représentative et de démocratie participative ainsi que sur les 8 institutions qui comptent le Mali. C'est utile que les uns et les autres puissent savoir, connaître et comprendre les institutions qui sous-tendent, n'est-ce pas, le processus démocratique et la construction démocratique en cours dans notre pays depuis une vingtaine d'années. Par le biais des 3 pouvoirs qui sous-tendent tout régime démocratique, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, ce dernier étant indépendant des 2 autres, ils ont pu comprendre le rôle et la place des 8 institutions de la République. Les élections de 2012, les réformes institutionnelles et les référendums, il en a été question aussi au cours de ces échanges. Un président en fin de mandat doit-il et peut-il réviser la Constitution? Le ministre des Relations avec les institutions répond par l'affirmative. Dans la Constitution, il est dit que le président de la République peut initier, n'est-ce pas, la révision de la Constitution. Donc il faudrait prendre les fonctions du président de la République dans une société démocratique dans ces 2 volets. Le volet président de la République en tant qu'institution et le volet garant de la continuité de l'État. Organiser des élections transparentes et apaisées en 2012 afin d'éviter à notre pays une crise post-électorale, c'est l'une des préoccupations soulevées par les différents intervenants qui ont tous souhaité que les perdants acceptent leur défaite, d'où ces prières et bénédictions pour les pays. La cellule de communication de la présidence de la République informe la grande famille de la communication que la cérémonie de présentation des vœux de la presse au chef de l'État à l'occasion du Nouvel An 2012 aura lieu le mardi 27 décembre 2011 au Palais de Koulouba à partir de 16h30. À cette cérémonie sont conviés les membres du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, les membres du Conseil supérieur de la communication, le bureau de la Maison de la Presse, les directeurs des médias publics, les directeurs des organes des médias privés, les correspondants de presse étrangère, les directeurs des agences de communication, la cellule communication de la primature, les membres du secrétariat général et du cabinet du ministère de la communication, les chargés de communication des départements ministériels, les responsables des syndicats et mutuelles de la presse, les responsables des associations et réseaux des journalistes mis en place, terminés
16h et ce communiqué tient lieu d'invitation. Et puis vous pourrez suivre après ce journal la suite des présentations de vœux au président de la République qui ont eu lieu hier. Ce soir, les vœux du Haut Conseil des collectivités, de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et des forces armées. Le ministre délégué en charge de la décentralisation vient de boucler une tournée dans le cercle de Bougouni. David Sagara est allé voir les avancées réalisées et les défis qui se posent aux acteurs locaux de la décentralisation. Notre envoyé spécial, Brema Kone. Le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, chargé de la décentralisation, David Sagara, veut multiplier ses contacts et intensifier la communication avec les organisations de la société civile, les institutions décentralisées et les partenaires techniques et financiers. Ce qui devra lui permettre de mener à bien le pilotage du processus de décentralisation. C'est donc cet esprit qui a guidé les pas du ministre Sagara vers le cercle de Bougouni. Nous sommes sur le terrain, effectivement, pour voir quelles sont les initiatives de ces populations, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent par rapport à cela, et essayer de voir à travers une solidarité gouvernementale pour qu'on puisse effectivement avoir un développement assez cohérent, basé sur les contextes réels. À Bougouni-Ville, David Sagara a présidé une réunion au cours de laquelle les acteurs venus des cercles de Bougouni, Kolondjeba et Yamfolila ont eu à effectuer des présentations de différentes thématiques. Il s'agit essentiellement de la collaboration entre les collectivités et les services techniques, la mobilisation des ressources et le transfert des compétences et des ressources. Le ministre Sagara a recensé les différentes préoccupations et a fait une communication sur les attributions de son département. On a échangé sur toutes les problématiques, n'est-ce pas, qui sont posées aujourd'hui au niveau du développement et au niveau aussi de la mise en œuvre de la décentralisation après 10 années de mise en œuvre. Nous avons beaucoup discuté sur l'intercollectivité, comment mettre ensemble les moyens entre les collectivités, entre les différents niveaux de collectivité et aussi au niveau transfrontalier pour effectivement voir qu'est-ce qui est faisable ensemble pour la sécurité, pour le développement et pour tout ce qui est gestion et gouvernance au niveau local. Auparavant, David Sagara avait assisté à une présentation des services de Helvetas Suisse Intercoopération dans le domaine de la décentralisation, ce qui l'a conduit à aller plus loin dans le village de Niakobougou, commune de Sido, pour visiter les réalisations faites par cette ONG pour le renforcement de la décentralisation. Là-bas, comme à Blain, dans la commune rurale de Domba, les réalisations de Helvetas Suisse Intercoopération s'appellent périmètre maraîcher, barrage de retenue d'eau et infrastructures routières. Et pour boucler la boucle, la délégation ministérielle est venue voir à Bougouni chez le mouvement biologique malien Mobium, où Helvetas contribue au bon fonctionnement de l'unité de production de beurre de karité biologique. Une unité qui a une capacité de production de 100 tonnes par an. À Mopti, le projet de développement de l'élevage dans la région de Liptako-Gourma vient de tenir la 7e session ordinaire de son comité national de pilotage. Constat, le bilan affiché par le projet en cette fin d'année 2011 est jugé positif. Les membres du comité se sont également penchés sur le programme d'exécution technique et financière 2012. Moustapha Doumbia. L'année 2011 a été marquée au projet de développement de l'élevage dans la région du Liptako-Gourma par d'importantes réalisations, au nombre desquelles la construction de 14 parcs de vaccination, la construction et l'équipement d'un laboratoire vétérinaire de diagnostic, la construction de 2 marchés à bétail et de 5 aires d'abattage. À celle-ci s'ajoute la culture du bourgou dans les bas-fonds. Aussi faut-il se réjouir du démarrage et de la poursuite toute l'année des grands travaux d'infrastructure portant sur la réhabilitation de 132 km de pistes rurales dans les cercles de Gao et d'Ansongo, le surcreusement de 9 mares et 3 barrages seuils, la réalisation de 2 systèmes d'adduction d'eau et de 16 puits à grand diamètre. Les différents travaux seront poursuivis, achevés et renforcés par d'autres investissements au courant de l'année 2012. Le budget 2012 du projet est estimé à près de 4 milliards 774 millions de francs CFA contre environ 4 milliards 578 millions de francs CFA en 2011. L'équipe de gestion du projet doit conduire et achever les activités restantes qui sont réparties entre 3 catégories
les activités à poursuivre, les activités de consolidation des acquis et les nouvelles activités. Les populations de la région apprécient vivement les importantes réalisations déjà faites par le projet dans les cercles de Douentza et Koro et encouragent le département de l'élevage à explorer les opportunités de la poursuite des activités du PDLG dans le cadre d'une seconde phase en vue de consolider les acquis et de prendre en compte d'autres besoins vitaux. Rappelons que le projet de développement de l'élevage dans la région du Liptako-Gourmand a été officiellement lancé en avril 2005 à Gao. Il intervient dans tous les cercles de la région de Gao, à Douentza et Koro dans la région de Mopti, Tombouctou et Gourmara-Rousso dans la région de Tombouctou. Je suis candidate à l'élection présidentielle d'avril 2012, déclaration de Sidibé Aminata Diallo, présidente du Rassemblement pour l'éducation, à l'environnement et au développement durable, RAID. C'était aujourd'hui à Sikasso lors de la conférence nationale du parti. Daouda Diakité. Cette conférence nationale sur le thème « La sécurité alimentaire au Mali, enjeux et défis » tenue dans la salle Lamissa Bengali de Sikasso est une initiative du Rassemblement pour l'éducation à l'environnement et au développement durable RAID. Elle a pour objectif d'une part d'instaurer le dialogue entre les acteurs du monde agricole, mais surtout d'attirer l'attention de l'opinion nationale et les décideurs sur les dangers de l'insécurité alimentaire dans le contexte actuel. Nous sommes venus débattre d'une question très importante qui est la question de la sécurité alimentaire, aussi bien dans le Sahel que dans les parties vulnérables de l'Afrique, mais surtout la question de la sécurité alimentaire ici au Mali. Et nous savons ici que Sikasso est une zone d'équilibre alimentaire et que les zones productives puissent donner aux zones qui n'en produisent pas ou qui sont en difficulté. C'est de voir cette relation, créer ce lien entre les Maliens. Les enjeux des élections générales et les réformes constitutionnelles de 2012 n'ont pas été occultés. En réponse à la sollicitation des militants et sympathisants, la présidente du RAID déclare sa candidature à la course pour la magistrature suprême aux élections présidentielles d'avril prochain. Nous avons pris fait et cause pour l'environnement et nous continuons ce combat, mais surtout c'était pour leur dire tout mon engagement pour les échéances futures, ces élections qui s'annoncent déjà, et de dire que je m'engage pour eux, pour le Mali et pour l'élection présidentielle 2012. La tenue de cette conférence nationale dans la cité du Kénédougou, région nourricière du Mali, est significative à plus d'un titre quand on sait le rôle qu'elle joue dans la production et la sécurité alimentaire. Sur les 12 points de revendication qui ont récemment fait l'objet de plusieurs marches, seulement 3 s'adressent à la mairie du district de Bamako. Et s'agissant de l'augmentation des taxes de 35%, elle concerne uniquement les magasins de la mairie du district. Ce sont là quelques-unes des informations issues de la rencontre entre les hommes des médias et les responsables de la mairie du district. Un point de presse axé sur les réalisations 2011 de la mairie. Ramata Konaté. Plus d'une cinquantaine de journalistes ont répondu présents à cette rencontre entre les responsables de la mairie du district et les hommes de médias, avec une série de questions ayant trait, entre autres, à l'assainissement de la ville de Bamako et aux récentes marches contre la mairie du district. Sur les 12 points de revendication, seulement 3 concernent la mairie du district. Il s'agit de la rénovation du marché de Médine, de la gare routière de Sogoninko, l'Ano Sotrama et l'augmentation des taxes de 35%. Nous avons essayé de voir qu'est-ce que nous pouvons faire qui puisse soutenir les activités du district tout en faisant prospérer les commerçants, parce que pour leur prospérité, il leur faut aussi un cadre de vie plus confortable. Dans les marchés aujourd'hui, il y a combien d'incendies? C'est dû à quoi? Les mauvais branchements, les branchements illicites. Le fait qu'il y a pléthore au niveau des marchés. Nous donnons les magasins généralement à 8 500, 11 000. Nous, nos 35% d'augmentation n'atteignent pas les 50% des prix réels des magasins du district. C'est parce que nous avons fait une étude par rapport à ça. Nous avons dit que le district a une évasion fiscale de près de 9 milliards. Donc nous avons dit que cela finalement va tuer le district.
C'est pour cette raison que nous sommes allés à cette augmentation, qui a été, du reste, approuvée. Si à l'application, il y a eu des problèmes, et que la tutelle nous demande de rapporter l'application jusqu'à voir dans quelle mesure les gens pourront effectivement être en mesure de payer, mais nous exécutons. Autre question soulevée au cours de cette rencontre, le curage des caniveaux avant l'hivernage. Je ne suis pas d'accord avec vous. Lorsque vous dites que les tas de sable sont là, ils ne sont pas enlevés. Si je constate 2 fois, je résilie les contrats du GIE, personnellement. Les déblais de curage sur le bordure, je ne suis parfaitement pas d'accord avec vous. Les gens ne peuvent pas enlever. Faire 40 heures sans ramasser. Depuis 3 ans, cela ne se fait plus au district. Le curage commence 2 mois ou plus tôt avant l'hivernage. On fait un deuxième curage. Quand les premières pluies commencent à tomber, on regarde où sont les goulots. Parce que nous gérons les petites canalisations. Les collecteurs, ce n'est pas nous. Parmi les réalisations 2011 de la mairie du district figure le curage de près de 300 km de caniveaux, la dotation de 12 carrefours de feux tricolores solaires et la réalisation de 35 km de voies éclairées grâce à l'énergie solaire. La coalition des associations Jeunesse Action Développement, Nieta Wale et World Vision a procédé ce matin au lancement d'une campagne de sensibilisation sur les accidents de la circulation. C'était en commune 2 de Bamako, un reportage de Tiemoko Konaté. Dans le district de Bamako, au minimum 2 pertes en vie humaine par jour suite aux accidents de la circulation et la majeure partie des victimes sont les jeunes. Si certains de ces accidents ont pour cause l'embouteillage dans la circulation, la plupart reposent sur le mauvais comportement des uns et des autres. Pour inverser la tendance, cette coalition d'associations a entamé une vaste campagne de sensibilisation. L'initiative est soutenue par le pouvoir public, les leaders religieux et les chefs coutumiers. Les jeunes doivent savoir que lorsque leurs parents leur payent des motos, lorsque eux-mêmes ils payent des motos, c'est certainement pour aller vite. Mais aller vite par rapport à qui? Aller vite par rapport à un piéton, c'est déjà aller vite. Aller vite par rapport à un cycliste, c'est déjà aller vite. Mais il s'agit d'aller vite et d'arriver à temps. Tout ce que l'homme a de plus précieux, vraiment, c'est la vie. Les autorités semblent fonder tout leur espoir sur cette campagne qui coïncide avec les fêtes de fin d'année, généralement marquées par le nombre croissant des accidents de la circulation. Nous pensons réellement que la population prendra conscience et que l'appel sera entendu et que les enfants auront une conduite quand même assez conséquente pour que notre fête ne soit pas transformée en deuil. Il faut que nous, Maliens, nous fassions attention au respect du code de la route. Ce n'est pas rare que vous rencontrez des gens qui remontent tranquillement un sens interdit, au péril de leur vie. Les gens ne respectent pas les feux rouges. Cette campagne sera poursuivie par le ministère de l'Équipement et des Transports, celui de la Communication, le gouvernorat du district de Bamako, la mairie du district, la direction générale de la police et celle de la protection civile. Les assises de la 3e Assemblée consulaire de la 2e mandature de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali se sont achevées jeudi dernier, ici à Bamako. Au cours de ces travaux, les membres des assemblées consulaires des 8 régions du Mali ont passé au peigne fin toutes les questions liées à les assises de leur profession et ont fait des projections sur l'avenir. Diemba Moussa Konaté. Ils étaient plus de 285 participants des assemblées consulaires venus des 8 régions du Mali pour prendre part à cette 3e assemblée consulaire de la 2e mandature du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Au cours de 2 jours de travaux, les membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et ceux des assemblées consulaires des régions du Mali ont eu des échanges fructueux sur la vie de leur structure. Le bilan est jugé satisfaisant. Au-delà de la Chambre de commerce d'industrie de Sikasso, de Mopti, de Kidal, nous sommes déjà en chantier à Koulikoro et dans les jours à venir, nous allons faire la pose de la première pierre de Ségou, de Tombouctou, de Kaï et de Gao. Nous osons espérer, s'il plaît à Dieu, en tout cas dans la première quinzaine du mois de janvier, que tous ces travaux vont démarrer. Qu'à cela ne tienne, de nombreux défis restent à relever pour satisfaire la demande des consommateurs.
À la fin de la cérémonie, Jamil Bitar a animé un point de presse sur les questions liées à la vie de sa structure. Les questions des confrères ont porté sur la flambée du prix des produits de première nécessité et sur la gestion financière au sein de son établissement. Jamil Bitar a rassuré les journalistes que toutes les dispositions seront prises au sortir de cette assemblée pour satisfaire la demande des consommateurs sur toute l'étendue du territoire national. Pathologie du nez et des sinus, c'est le thème du 10e congrès ordinaire de la Société malienne d'autorinolaryngologie ORL et de la chirurgie cervico-faciale. La rencontre enregistre la participation de plusieurs spécialistes d'ici et d'ailleurs. Pendant 2 jours, ils vont échanger sur les pathologies du nez et du sinus dont le taux de morbidité a augmenté ces dernières années ici au Mali. Salima Tandao. Les pathologies du nez et des sinus sont nombreuses. Nez bouché, saignement du nez, rhume, perte d'odorat, rhinite, sinusite et j'en passe. Des pathologies qui se font de plus en plus fréquentes au sein de nos populations. Ce 10e congrès de la Société malienne de l'autorinolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale a pour but d'échanger et de discuter des différentes maladies du nez dans le but de dégager des dispositions concrètes à prendre pour une meilleure prise en charge des patients. Le sujet que nous traitons est intéressant à plus d'un titre, d'autant plus que le nez et les sinus constituent l'entrée de l'air respiratoire, conditionnant toute vie, encore plus conditionnel quand on parle de souffle. Ce nez, pièce centrale du visage, tient l'esthétique. Mais au-delà de tout, le nez est le siège, de par sa structure, de phénomènes très importants et sujets à plusieurs types de pathologies. À travers différents exposés, il sera question des affections spécifiquement du nez et des sinus sur le plan malformatif, infectieux, traumatique et tumoral. Pour le moment, toutes les conditions ne sont pas réunies pour une couverture nationale dans cette spécialité. Le ministère de la Santé s'engage à faire accélérer les choses. Ce congrès vient à point nommé pour plusieurs raisons, avec entre autres les problèmes liés à l'augmentation de la morbidité par les pathologies du nez et des sinus, la complexité de la prise en charge des pathologies de ces sites, l'accessibilité relative des spécialités en ORL. C'est pourquoi Madame la ministre de la Santé, par ma voix, ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans votre noble et exaltante mission. Selon le président de la Société malienne d'ORL, il y a suffisamment d'assistants médicaux et de techniciens supérieurs en ORL qui pourront contribuer efficacement à la prise en charge des patients après des formations complémentaires. Les responsables de l'USAID ont procédé hier à une séance d'information et de sensibilisation sur le VIH-Sida, séance au cours de laquelle des dépistages volontaires ont été faits. C'était en commune 1 et 6 de Bamako. Et cette journée s'inscrit dans le cadre du mois de lutte contre le sida. Fademba Keita. C'est à travers des concerts géants et des caravanes simultanées en communes 1 et 6 que s'est tenue la journée de mobilisation contre le VIH-Sida. Cette journée d'information et de dépistage se fixe comme ambition la prévention, la protection des couches vulnérables contre la maladie. Il est important de se faire dépister parce que parler du VIH, il faut d'abord parler du dépistage. Sans dépistage, on ne peut pas parler du VIH. C'est la porte d'entrée, n'est-ce pas, de la prévention. Quand on est dépisté, on est positif, on va vers les soins. L'initiative qui rentre dans le cadre de l'amélioration de l'état de santé des populations a été vivement saluée par les autorités locales. Le sida, c'est un fléau qui n'échappe à personne aujourd'hui. Combien de victimes ça fait? Je pense que les uns et les autres, chacun sait exactement ce qu'il y a. Mais nous avons justement pas mal de paramètres pour booster ça du pays. En organisant cette journée de mobilisation contre la maladie du siècle, l'USAID, en partenariat avec le Haut Conseil national de lutte contre le sida, se fixe certains objectifs. Nous avons voulu venir pour témoigner de notre solidarité de tous avec le Mali. Dans cette surjournée, ce camion a testé même presque 200 personnes déjà. Ce qui est essentiel pour tous les Maliens, c'est de se demander comment
atteindre ces beaux objectifs, n'est-ce pas? Et c'est comment il faut se demander tout le temps, qu'est-ce que je fais moi pour me protéger, pour éduquer moi-même, pour éduquer mes enfants, ma famille. À travers des questions-réponses, les enfants ont été édifiés sur le mode de transmission et de prévention de la maladie. 2 sketchs, dont un sur la stigmatisation du VIH/SIDA et l'autre sur le non-respect des mesures de prévention, ont agrémenté la soirée. La direction régionale de la protection des végétaux vient d'obtenir des nouveaux locaux à Ségou. Cette infrastructure permettra d'améliorer le cadre de travail des acteurs de la protection des végétaux en 4e région. Fousséni Samake. Ce joyau architectural flambant neuf est situé au quartier Angoulême, juste derrière le camp militaire de Ségou. Il est composé de 7 bureaux, une salle de conférence, un magasin, des toilettes et un logement pour gardiens. La cérémonie d'inauguration a regroupé les autorités et acteurs de la protection des végétaux de Ségou. Cet outil précieux est une réponse de la volonté manifeste des plus hautes autorités, de façon générale, à la problématique des nuisibles, des cultures et singulièrement au péril acridien. Aussi, il est nécessaire de le souligner que ce joyau va nettement contribuer à l'amélioration du cadre de travail de nos agents sur place. Je suis persuadé qu'ils en feront un bon usage. En coupant les rubans symboliques, le directeur du cabinet du gouverneur de Ségou a déclaré que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner la protection des végétaux dans l'accroissement des rendements agricoles. Il est réjouissant de constater de toute la volonté clairement définie des plus hautes autorités du Mali d'instaurer des conditions idoines pour une agriculture durable. L'inauguration des locaux d'un service aussi stratégique à l'avant-garde de la lutte pour l'autosuffisance alimentaire est la parfaite illustration de ce geste du gouvernement dans notre pays, où l'économie repose essentiellement sur les productions agropastorales et où la sécurité alimentaire est une priorité fondamentale. Rappelons que le service de la protection des végétaux, comme son nom l'indique, a pour mission la protection des productions agricoles à tous les niveaux. Il s'agit des oiseaux granivores, les chenilles, les rongeurs et les déprédateurs des cultures. À Douila, une délégation du ministère de la Culture, accompagnée de l'Association pour la promotion des femmes rurales de Douila, vient de faire une visite de 3 jours sur les sites touristiques de la localité. Ousmane Koïta. La protection et la promotion du patrimoine culturel passent par l'implication de tous les citoyens. C'est pourquoi l'Association pour la promotion des femmes rurales de Douila a saisi le département en charge de la culture pour une assistance en vue de sauvegarder les sites touristiques de Douila. Cette visite-là est partie du fait qu'un chef de village, le chef de village de Nyanandougou Sirakoro, m'a envoyé une lettre pour me dire qu'on est en train d'enlever les caïmans de leur mare sacrée. J'ai adressé une lettre au ministère de la Culture qui m'ont répondu très favorablement. C'est ce qui a motivé cette visite. À Douila, la délégation a successivement visité le site Iposi ou grec indiqué qui, selon les autochtones, est plein de mystères. Les Kalaïri, le Masraba ou l'arbre de fécondité et le Mvassa ou Finifitu sont des lieux de sacrifice et de protection du village et des populations. À Nyanandougou Sirakoro, la délégation s'est rendue dans la mare sacrée du village, une mare qui regorge d'importants crocodiles qui ont existé depuis belle lurette, mais aujourd'hui qui risque de disparaître si rien n'est fait rapidement pour protéger ces reptiles inoffensifs. La décentralisation, les communes ont tendance à négliger, à ne même pas penser à ces patrimoines. Donc, vers où il faut aller, je crois que c'est vers les ministères en charge de la protection de nos valeurs culturelles. On a un appel à tous les ressortissants du cercle de Douila. Alors, aidez-nous à protéger cette valeur culturelle. Ma présence particulièrement est un signe, une preuve de l'engagement de notre pays, de notre gouvernement et du ministère de la Culture à revisiter notre histoire, à renforcer ses acquis et à faire en sorte que le rayonnement culturel de notre pays puisse encore aller au firmament. La délégation a mis à profit cette mission pour visiter le musée d'Indenyekuro, un musée qui peut servir de guide à la jeune génération. Bamako, capitale de la viande, et ce pendant 3 jours. C'est à la faveur de la première édition du Festival international de Dibi, ou Dibi Mania. Cette rencontre regroupe les spécialistes de la grillade du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger et du Mali. À travers cette manifestation, les organisateurs veulent mettre en exergue le cheptel malien et du coup donner une valeur ajoutée
à la filière viande. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier sur les berges du fleuve Niger. Au Palais de la Culture, Mohamed Diarra nous fait revivre les temps forts de ce festival de Dibi. Dans l'agenda des festivals au Mali, on note désormais celui dédié à la viande. Cela s'appelle tout simplement le festival du Dibi ou Dibi Mania. À ce rendez-vous international, on note la présence des pays de la sous-région. Les Dibi-men, j'allais dire les spécialistes de la grillade, sont venus échanger leur expérience avec leurs homologues du Mali. La rencontre de Bamako témoigne de la richesse du cheptel malien. Cet élevage contribue à la réduction de la pauvreté et à la génération d'emplois. Cette Dibi Mania, qui est une première, et je pense que ce ne sera pas la dernière, afin d'encourager ceux qui font du travail de qualité. Ceci pourrait nous amener même dans la zone, nous amener à une viande de qualité et à la labellisation même de notre produit. De la bonne grillade, il y en avait ce vendredi sur les berges du fleuve Niger. Les différentes techniques de grillade sont appréciées par les visiteurs. Il s'agit pour les initiateurs de donner une valeur ajoutée à la filière viande au Mali. Quand vous voyagez, quand vous partez en Côte d'Ivoire, quand tu viens, on te donne la tchéké ou la loco. Quand tu vas au Sénégal, on te donne du tchèp. Et je veux dire, chaque pays a sa particularité. Aujourd'hui au Mali, c'est la viande d'ibiterie qu'on peut exporter et sur laquelle on peut aussi faire la promotion. Les séances de dégustation pouvaient ainsi commencer. Ça, c'est le mouton qui se trouve dans le chameau. À l'intérieur du mouton, il y a le poulet. À l'intérieur du poulet, il y a le pigeon. À l'intérieur du pigeon, il y a les œufs. Donc ça, c'est un travail naturel de Tombouctou que mon patron m'a appris, donc je l'ai montré. Aujourd'hui, c'est son jour pour exploiter et je l'ai montré. Seul quoi constater à cette ouverture, c'est la mauvaise organisation. Une première expérience qui doit servir de leçon pour améliorer les éditions à venir. Bon appétit, mais allez-y avec modération. Vulgariser l'œuvre et l'héritage de Bala Faseke Kouyaté à travers des supports audiovisuels et motiver les étudiants et les chercheurs africains à publier sur la tradition orale. Telles sont entre autres les conclusions phares du colloque international sur Bala Faseke Kouyaté, colloque qui s'est tenu du 21 au 23 décembre dernier au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia. Reportage de Aboubakar Maïga. La légende du balafon n'a jamais été aussi vivante qu'aujourd'hui, puisque c'est d'elle qu'il était question au cours de ces 3 jours du colloque international sur Bala Faseke Kouyaté, utilisé par les célèbres griots de Soundiata Keita pour informer et sensibiliser les populations de l'Empire du Mali. Le balafon a été largement étudié dans toute son évolution par les chercheurs et communicateurs traditionnels à travers la biographie de Bala Faseke Kouyaté. Tout est devenu pour nous nouveau. On a eu toute la grande famille des Kouyaté, de la Guinée et du Mali, qui sont là, et la famille qui détient le balafon aussi était là en nombre. C'est pour la première fois qu'on arrive à regrouper toutes ces familles Kouyaté sur ce thème-là et parler du balafon. Et peut-être, je pense que ce ne serait pas la dernière. Pour pallier les déficits de publications sur l'œuvre et l'héritage de Bala Faseke Kouyaté par les auteurs nationaux, les participants ont décidé de faire recours aux outils des nouvelles technologies, c'est-à-dire enregistrer les textes et témoignages des écrivains et griots sur des supports audiovisuels afin de les partager avec les autres populations de la sous-région et du monde entier. C'est une joie personnelle, puisque depuis plusieurs années que nos aînés nous ont ouvert la porte des recherches qu'on appelle sur l'oralité et qui ont accepté, finalement, étaient les recherches africaines, elles n'existaient pas, nous ont permis d'élucider quelques grandes questions et de pouvoir apposer désormais des mots sur ce qui peut faire l'union de cette zone plutôt que de rester sur les petits points qui pouvaient faire la divergence. Des méthodes d'enseignement, des techniques artistiques inspirées de nos traditions vont être introduites dans les enseignements du conservatoire. Les actes du colloque consacreront, je l'espère, ces moments importants qui ont révélé les méthodes de fabrication et d'apprentissage du balafon.
Ce colloque international de Bamako doit permettre au Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kouaté d'entamer son programme de recherche générale. Une chose est sûre, ces concertations scientifiques auront quand même permis aux lycéens et étudiants de mieux s'imprégner du rôle des communicateurs traditionnels dans les empires successifs qui ont jalonné l'histoire du Mali. Sport foot, championnat national Ligue 1, hier au stade du 26 mars, au compte de la 3e journée. Le stade malien de Bamako a battu l'ASB 2-0. 11 créateurs du Nigeria, de son côté, a fait le strict minimum, 1-0 face à l'Est. Réal, le résumé de ces deux rencontres avec Siragatou Sissé. Considéré comme l'un des matchs phares de cette 3e journée, ASB Stade malien de Bamako a répondu aux attentes de par l'engagement et la qualité de jeu proposé. Le stade arrive à percer la muraille de l'ASB à la 26e minute. Sur un centre dosé de Suleiman Dembélé, Ousmane Sissé prolonge au fond des filets. 1-0. Rassuré par ce but, le stade malien de Bamako presse. Un joli 1-2, Ousmane Sissé, Morimakan Koïta est voué à l'échec à la 30e minute. Le stade revient en seconde période plus requinqué. 62e minute, Oumar Sidibé enveloppe une frappe limpide pour le 2-0. La bataille du milieu est gagnée par le stade. Bakary Koulibaly dans le temps additionnel rate l'occasion d'alourdir la marque. Score final 2-0. Quand on est solidaire, tout devient bien et tout devient encore plus favorable. On vient juste de mettre une jeune équipe en place, donc il y a eu beaucoup de manque d'espérance. Donc le stade était plus favori que nous cet après-midi, donc bravo stade. Le stade malien de Bamako se réveille au lendemain du nul 2-2 concédé face à l'Assom le promu. Il ne fallait pas être en retard pour ce 11 créateurs de Niarela AS Real. Dès la 4e minute, Aliou Diarra ouvre le score pour 11 créateurs. C'est le but le plus rapide du championnat jusque-là. Soudé, 11 créateurs gèrent son avance en seconde période, malgré les assauts répétés de l'AS Real. Les joueurs ils ont tout fait pour avoir ce résultat-là. Et nous sommes vraiment très heureux. Les matchs que nous avons joués à Caille, on savait qu'on était capable, par rapport au match d'aujourd'hui, capable de faire quelque chose. Et maintenant, il faut continuer. C'est le championnat et il faut continuer. Ouais. Rien n'a marché du tout chez moi aujourd'hui. Mon équipe a été méconnaissable sur tous les points de vue ce soir. Bon, il faut continuer à travailler, à espérer. Je crois que c'est seul le travail paye et le sérieux. Je crois que je vais m'atteler encore à faire ce travail pour que ça puisse venir dans les prochains jours. L'équipe de 11 créateurs signe sa première victoire de la saison. La SRL, elle, reste sur 2 nuls identiques. Nous quittons le terrain de jeu, mais nous restons dans le sport avec la remise hier à l'Hôtel de l'Amitié des prix aux meilleurs sportifs de l'année. Cette soirée dénommée Nuit du mérite sportif a regroupé l'ensemble du monde sportif de toutes les disciplines. La soirée s'est tenue dans une ambiance festive sous les notes de l'orchestre de Toumani Diabaté. Abdul Karim Kaba était présent pour l'actualité. Les 3 meilleurs sportifs de la saison 2010-2011 au Mali sont Seydou Keïta du football, la basketteuse Djenebou Sisseko et Aminata Makountraouré du taekwondo. Ils ont été désignés au cours de la nuit du mérite sportif organisée par le Comité national olympique et sportif du Mali par un jury composé de 5 membres et sur avis de certains journalistes sportifs. En effet, pour la 2e année consécutive, le Comité national olympique et sportif du Mali célèbre, rend hommage et encourage les sportifs dans toutes les disciplines. Le parrain de la 2e édition de la Nuit du mérite sportif est un homme d'exception. M. Ousmane Soufi Maïga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, en plus de ces belles initiatives de dirigeants, de clubs et de fédérations, a su mettre au sommet de l'État un cœur qui bat pour le Mali, son peuple et son sport. La nuit du mérite du sportif est une occasion de rencontre, de brassage, un lieu de solidarité et d'amitié aux fins du développement et de la promotion du sport. Monsieur le Président du Comité national olympique, je vous félicite pour votre engagement personnel à développer et à promouvoir les activités physiques et sportives dans notre pays et vous invite à prendre toute disposition pour la pérennisation de ces acquis. Cette soirée est également un lieu de reconnaissance aux sportifs, dirigeants sportifs et des reporters sportifs pour leurs efforts consentis dans le développement du sport malien. C'est ainsi que des prix spéciaux et diplômes ont été donnés à plusieurs personnes. Entre autres, on peut citer Feu Demba Koulibaly, journaliste sportif,
Feu Mamadou Samba Konaté dirigeant, à Modibo Ndiaye, ancien arbitre, à Sungalo Bagayogo, ancien boxeur, et Feu Lassana Traoré de l'athlétisme. Salamata Maïga, ancienne basketteuse, a reçu le prix du président du comité national olympique et sportif du Mali comme meilleur dirigeant de l'année. Cette nuit du mérite sportif a été une occasion pour les parrains de saluer l'engagement des uns et des autres pour la promotion de toutes les disciplines et aussi un cadre idéal pour présenter ce vœu de nouvel an à tous les sportifs. Cette soirée fut belle. Elle est belle parce qu'il s'agit de sport. Le sport, il est beau, il est enthousiaste, il est gai, il nous donne aussi de fortes émotions. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je ne puis que vous dire merci, merci et bonne année 2012. Puisqu'il fallait sélectionner 3 sportifs, les 2 autres nominés, à savoir Seydou Traoré du judo et Moussa Kamara de l'athlétisme, ont reçu chacun de la part du président du comité national olympique et sportif du Mali une enveloppe. La soirée a été soutenue en musique par l'orchestre du maître de la Kora, Toumani Djabati. Très belle soirée du côté des sportifs. Le monde de la musique malienne est également primé cette nuit. C'était lors de la 9e édition du Festival international de musique du Mali, dénommé le Tamani d'Or, une édition 2011 qui a vu le sacre de Fatih Kouyaté, la fille de Tata Bambo, Fatih Kouyaté, qui a donc remporté le Tamani d'Or. On remarquera également que la manifestation de cette année a mis l'accent sur la promotion de la nouvelle génération de musiciens maliens. Une très belle soirée dont la marraine était Babani Koné, déjà détentrice de ce trophée. Retour sur l'ambiance de la fête de la musique malienne, et c'est avec Modibo Soirée. Fatih Kouyaté est donc depuis ce vendredi soir la meilleure artiste du Mali pour l'année 2011. En tout cas, c'est ce qu'a décidé le comité d'organisation des Tamani d'Or édition 2011. Festival international de musique au Mali. La nuit des Tamani est une manifestation culturelle annuelle qui vise essentiellement la promotion de la musique malienne et particulièrement du continent africain et de sa diaspora. La particularité de ce 9e rendez-vous était d'offrir ce plateau à la nouvelle génération du monde de la musique. Tout le monde sait aujourd'hui que la production musicale au Mali souffre très gravement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de production et il y a des jeunes artistes qui essayent de faire quelque chose pour quand même garder la flamme. Voilà, c'est pas facile, donc on a décidé aujourd'hui de les remercier, de les encourager et vraiment de les pousser à continuer dans ce sens-là. Au total, 10 Tamani ont été décernés. Le Tamani de la révélation de l'année est revenu à Massaran Kouyaté. Afel Bokoum reçoit celui du meilleur artiste d'inspiration traditionnelle. Samba Touré gratifié du prix de la meilleure vente internationale du Mali. Quant au Tamani de la meilleure artiste féminine, ce trophée a été remporté par Safi Diabaté. Nampé Sadio, Tamani du meilleur artiste masculin, et le Tamani du meilleur clip de l'année est revenu à Koumbasira, Koïta. Des artistes de la sous-région comme Ramou du Bénin, Bonsan du Burkina Faso et Mawa Traoré de la Côte d'Ivoire ont été aussi récompensés. Je voudrais tout d'abord féliciter l'ensemble des lauréats. Je dis l'ensemble des lauréats, l'ensemble des nominés et des artistes d'une manière générale, parce que pour moi, c'est la musique malienne qui a gagné, c'est la culture malienne qui a gagné. Ce n'est pas seulement Fatih Niamé qui a gagné, même si elle est méritante, puisque c'est le fruit d'un travail de longue haleine qui a été consacré aujourd'hui. Véritable espace d'échange et de promotion des artistes et autres acteurs culturels œuvrant dans l'industrie musicale, les Tamani récompensent les artistes qui se distinguent à travers leur talent. Depuis sa création en 2003, plus de 300 artistes musiciens maliens, africains et de la diaspora et plus de 150 hommes de culture ont reçu des trophées Tamani.
Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève demain à 13h. Vous avez rendez-vous avec Aïssata Ibrahim Maïga. Inch'Allah, on se retrouve pour l'édition de 20h. Joyeux Noël, bonne fête, prudence et beaucoup de prudence sur la route. Bonsoir.